Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler des grandes tendances boursières et des actualités macroéconomiques. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind du Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre des likes pour me soutenir dans le développement de cette chaîne gratuite. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram sur laquelle vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, le plan est traditionnel pour cette vidéo de café du dimanche. Nous allons faire un tour de notre tableau de bord que vous voyez déjà sur votre écran. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait les indices. On va analyser le marché des taux parce qu'il y a eu des nouvelles intéressantes cette semaine. On va parler de la situation macroéconomique, évidemment, la situation sanitaire, donc tous les sujets autour de Covid-19. Et on va décortiquer en gros tous les sujets majeurs qui ont eu lieu cette semaine. Nous commençons par les marchés financiers. Donc, la dernière séance de la semaine est positive, donc elle n'est pas encore fermée pour les États-Unis quand j'enregistre cette vidéo. Mais en tout cas, elle est bien partie pour devenir une meilleure séance de cette semaine si la situation ne s'inverse pas, évidemment, à la fin de la séance, ce qui est tout à fait possible dans la situation macroéconomique fragile que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette hausse? Cette hausse, c'est tout simplement parce que le vendredi, traditionnellement, aux États-Unis, on publie beaucoup de statistiques économiques importantes le vendredi, et aujourd'hui, c'était NFP, Non-Farm Payrolls. C'est une des principales indicateurs et macroéconomiques qui permet de décrire la situation de marché d'emploi aux États-Unis, le marché d'emploi dans la première économie mondiale, et il est ressorti beaucoup moins bon que prévu. Moins bon que prévu. Pour les gens normaux, on va dire, ils vont tout de suite dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les marchés montent? Et pour les gens qui ne sont pas normaux parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la bourse, ils ont tout compris parce que si le marché d'emploi va mal, dans ce cas-là, il aura plus d'équilibre. Peut-être pas plus, mais au moins ils vont le maintenir au niveau actuel, qui est des niveaux stratosphériques, juste pour vous dire. Et donc, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés financiers. Les marchés financiers en profitent, surtout le secteur technologique. Et ça explique cette hausse dans mes posts que je fais tous les jours sur Telegram et sur ma page Facebook. D'ailleurs, la page Facebook, vous pouvez aussi trouver dans la description de cette vidéo. Je vous dis toujours que nous sommes dans le monde inversé, et ce monde inversé ne réagit pas forcément de façon logique sur les indicateurs économiques publiés. Donc là, voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Pour vous rappeler mes précédentes vidéos de Café du Dimanche, je vous disais déjà depuis 15 jours que je suis en attente d'une correction sur les marchés. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'une correction. En tout cas, au début de cette semaine, ça ressemblait beaucoup à la correction parce qu'il y a eu un événement qui concerne les taux. Donc là, on va en parler un peu plus en détail quand je parlais du 10 ans américain. Mais en tout cas, cette semaine, finalement, on va probablement se fermer un équilibre, à moins que, encore une fois, la situation s'inverse à la fin de la séance aux États-Unis. Les marchés sont fragiles. Ça, c'est en fait quasiment, je vous ai déjà expliqué pourquoi dans mes différents posts que je fais sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ma vidéo précédente. Je dis toujours qu'aujourd'hui, pour moi, pas mal de indicateurs qui sont dans le rouge. Je ne parle pas des indicateurs macroéconomiques, mais des alertes sur mon tableau de bord. Premièrement, toujours, c'est la situation sanitaire qui drive quand même le macro actuel, parce que nous sommes tous dans l'attente de la réouverture. Et la réouverture peut quand même être un peu compliquée avec la situation vraiment, on peut dire déjà tragique, qui arrive en Inde aujourd'hui. Donc là, toutes les nouvelles qu'on reçoit tous les jours avec l'augmentation non seulement des cas du Covid, mais surtout des cas meurtriers, dont le nombre de morts en Inde augmente avec une vitesse incroyable. Pas mal de pays ont fermé leurs frontières avec l'Inde, donc il n'y a plus vraiment de vols. Mais en tout cas, la propagation de cette variation de Covid-19 indienne menace la réouverture des économies. Ça, c'est clairement en fait. En tout cas, pour moi, c'est en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout, mais du tout intégré aujourd'hui par les marchés financiers. Donc les marchés financiers sont toujours sur le roadmap qui ont été dessinés il y a encore quelques mois, qu'on va se rouvrir d'ici, on va dire, presque quelques semaines. Donc les pays anglo-saxons se rouvrent déjà, l'Europe occidentale est encore fermée, mais elle est en train de progressivement de se rouvrir. Tout cela peut être remis en cause si jamais le variant indien arrive sur notre territoire et s'il commence à créer aussi des dégâts dans d'autres régions, dans les économies développées. Donc faites beaucoup attention que les marchés actuellement sont toujours dans le monde bisounours. Ils pensent qu'on est en train de sortir d'affaires,
malgré que ce n'est pas encore sûr et certain. Donc tout ça, c'est encore à confirmer par rapport à l'évolution de cette crise sanitaire. Je ne vais pas vous montrer le nombre de cas parce que ça va juste charger de l'information inutile. Je pense que vous savez parfaitement, si vous regardez les médias généralistes, que la situation en Inde est juste catastrophique. Et cette situation juste me rappelle vraiment, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, ça fait vraiment exactement le même sentiment que j'ai aujourd'hui par rapport à cette situation qu'il y a un an et quelques mois, quand on a vu les premiers cas à Wuhan, à Chine, quand on se disait ah tiens ça ça va peut-être pas arriver chez nous. Il est difficile à imaginer que chez nous on aura la même chose, toutes les régions seront fermées. Donc mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment déjà vu. Quand on regarde les reportages à partir de l'Inde, j'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose. En tout cas, moi, émotionnellement, je vis des choses pareilles. On se dit que genre, ok, on a trouvé un vaccin, mais personne ne sait si les vaccins sont efficaces contre cette variation indienne. Et surtout, nous ne sommes pas vaccinés. Donc là, on se comporte comme si on était déjà tous vaccinés, donc du coup on était plus ou moins protégés de cette nouvelle variation, mais non, il y a très peu de personnes qui sont vaccinées, il n'y a que des personnes âgées qui ont eu l'accès, et même encore, à ce processus de vaccination, donc je ne pense pas que nous sommes sortis d'affaires aussi facilement, donc il faut quand même suivre cette situation. J'en ai marre franchement, ça fait un an, bientôt un an et demi qu'on en parle. J'aimerais bien changer de sujet, j'aimerais bien reparler d'autres choses, j'aimerais bien reparler des technologies, des énergies renouvelables, comme par exemple dans la précédente vidéo que vous avez vue hier sur le PEA, donc c'est des sujets beaucoup plus positifs. Je pense que c'est pareil pour vous. J'ai envie aussi de voyager, visiter d'ailleurs mon pays natal, donc je pense qu'on a tous à peu près les mêmes envies de tourner la page de cette histoire de coronavirus, mais pour être réaliste, en fait, si on regarde objectivement les chiffres et on regarde objectivement la situation, on est quand même assez encore loin de la sortie. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que j'exagère probablement? Peut-être vous avez d'autres informations qui permettent d'avoir une perspective un tout petit peu plus optimiste éventuellement par rapport à cette situation. Même moi, c'est comme ça que je la vois, cette situation actuelle. Et surtout, je vois que les marchés ne pensent pas pareil. Le marché vit toujours dans son petit monde. Mais attention, les marchés vivent toujours dans son petit monde quand ils ne sont pas inquiets. Aujourd'hui, ils ne sont pas inquiets parce qu'il n'y a pas d'incertitude. Ce que les marchés ont peur, c'est l'incertitude. Même si dans un pire scénario que le variant indien commence à se propager un peu partout dans le monde, on sait ce qui va se passer. On a déjà vécu ça et les marchés savent parfaitement ce qui va se passer dans cette situation-là. Donc il y aura des QE, ce qui est bien, il y aura des plans de stimulus, ce qui est bien. Et voilà, et après, il y aura probablement d'autres dégâts sur l'économie réelle, mais les marchés financiers aujourd'hui sont très déconnectés de l'économie réelle. Ça, on le sait tous parfaitement. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler de Covid parce que je ne veux pas donner un peu cette humeur négative pendant le week-end. On va se concentrer sur des choses plus positives. Et les choses plus positives pour nous, ceux qui sont en bourse, c'est évidemment qui? C'est la Réserve fédérale et la ex-présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, qui est maintenant le secrétaire de Trésor aux États-Unis. Et cette semaine, oups, une chose incroyable qui s'est passée, Janet Yellen, qui a rassuré pendant des années et des années les marchés quand elle était présidente de la Fed, elle a déçu les marchés. Donc là, pour une fois, elle a fait une mauvaise communication, peut-être exprès, je ne sais pas quelles sont quelle est la politique derrière les coulisses entre la Fed et le Trésor américain. Mais dans tous les cas, elle a glissé une parole qu'elle s'attendrait au taux plus important vu le redémarrage de l'économie pour éviter la surchauffe économique. Et ça, évidemment, ça crée un bouleversement immédiatement sur les marchés financiers parce que je vous rappelle toujours encore que les marchés financiers tiennent la route, tiennent bonne humeur uniquement grâce aux injections de la Réserve fédérale. Donc la perspective de la hausse des taux n'a pas du tout rassuré les marchés. Et évidemment, on a vécu quelques séances de chute, mais bon, chute d'ailleurs assez modérée. Il faut admettre qu'on pourrait s'attendre au pire quand on entend parler de la hausse des taux. Pour moi, il y a une chose que je ne comprends pas, peut-être c'est quelque chose qui manque dans ma compréhension de la macroéconomie actuelle. Pour moi, il y a deux processus qui sont lancé en parallèle aujourd'hui. D'abord, c'était le processus de la baisse des taux, parce que là, on a baissé les taux jusqu'au plus bas, donc jusqu'au zéro. Et nous avons lancé en plus des programmes de QE qui se transforment en fait en rachat des obligations sur le marché par la Réserve fédérale. Mais une chose que je ne comprends pas, comment on peut parler de la hausse des taux quand les programmes de QE sont encore en cours. Donc pour moi, il faut d'abord arrêter les programmes de QE, il faut d'abord commencer à parler de l'arrêt des programmes de QE, et qu'après on peut parler de la hausse des taux. C'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs en 2019
2017-2018, en fait, quand Jerome Powell commençait à parler de la remontée des taux, et ce processus exactement dans ce sens que doit se passer. Donc on ne peut pas commencer à monter les taux quand il y a un programme de QE en parallèle qui au contraire se fait comme un objectif de baisser les taux, justement d'influencer le marché de dette pour que les taux baissent. Mais donc pour moi c'est quand même quelque chose que je ne comprends pas, comment ceci est possible. Dites-moi ça dans les commentaires si vous connaissez mieux que moi. Donc je vous rappelle que je suis un amateur et je suis un blogueur économique du trading et je partage mes connaissances dans la macro, mais peut-être qu'il y a des lacunes, donc là je suis ravi de partager avec vous. Donc voilà, donc ça c'était une nouvelle la plus importante. On va voir s'il a affecté le marché des taux. Et vous voyez que non, le 10 ans américain, il était plus que calme cette semaine. Et pourquoi ? Parce que je pense que le marché partage mon avis, l'avis que je partageais avec vous aussi sur la chaîne Telegram quand j'ai publié mon post matinal après ce discours de Janet Yellen. Je disais que non, je ne crois pas à la hausse de taux. C'est peut-être la politique, peut-être quelque part il y a une guerre entre elle et Jerome Powell, qui est bon, Jerome Powell, je vous rappelle que c'est quand même quelqu'un de Donald Trump, c'est pas une équipe de Donald Trump, ils ont eu des relations un peu tendues, mais quand même c'est un homme qui de l'époque de Donald Trump, probablement lié à ça aussi, mais en tout cas, elle a parlé d'une chose qui pour moi est impossible au jour actuel, et je suis persuadé que Janet Yellen elle le comprend mieux que les autres, que parler de la remontée des taux aujourd'hui, c'est utopique de parler de la hausse des taux dans les conditions actuelles. Donc la conclusion que je fais, que c'était probablement soit une intervention verbale pour calmer les marchés, c'était réussi, soit c'était une bataille politique ou un petit jeu politique qu'on ne comprend pas parce que clairement c'est pas du tout visible pour nous. Les simples mortels qui se trouvent à l'extérieur de tous ces enjeux des grands politiciens et des grands banquiers. Voilà, donc pour moi c'était presque un non-événement, mais c'est un non-événement qui a déstabilisé quand même les marchés, parce qu'aujourd'hui les marchés commencent à discompter la éventualité de la hausse des taux, même s'il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a aucune communication officielle dans ce sens, sauf cette phrase qui était glissée par Janet Yellen, sur laquelle elle a fait la marche arrière d'ailleurs. Le jour d'après, elle a dit « Ah non, non, vous m'avez mal compris ». Mais en tout cas, je pense qu'elle a quand même glissé cette incertitude, et dans les marchés en pleine surchauffe, c'est ça qu'il fallait pour commencer à douter de tout. Donc ils ont commencé à vendre certains secteurs, notamment le secteur des énergies renouvelables. Je vous ai déjà parlé hier dans la vidéo de PEA. Là, c'était sur les actions françaises, mais je vous disais aussi que le secteur des renewables aux États-Unis est également massacré. Et donc, on commence à trouver quand même quelques points intéressants dans différents secteurs, malgré la hausse des taux, malgré que les indices sont au plus haut. Donc, vous voyez, donc, même pendant les indices qui sont au plus haut, on peut toujours trouver des opportunités et pas que les opportunités short. Voilà, et en parlant de la stratégie short, je vous rappelle mon positionnement actuel par rapport au marché spéculatif. Là, je parle de ma stratégie du trading, que je vous rappelle encore une fois pour ceux qui me voient pour la première fois. Si c'est le cas, bienvenue, inscrivez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. C'est que mon positionnement actuel, j'ai une couverture. J'ai une couverture contre la baisse des marchés parce que je m'attendais que ça sera difficile de franchir les plus hauts historiques pour Nasdaq. Et c'était vrai. Donc en revanche, moi je me base sur un modèle des vagues de Elliott. Moi je m'attendais que quand même, normalement, en théorie des vagues d'Elliott, on devrait avoir la cinquième vague rallongée, mais ça n'a pas eu lieu. Et on commence à jouer la correction de style ABC, qui pour moi, il me semble de démarrer et qui ressemble vraiment à la correction typique dans le cadre des vagues d'Elliott. Donc, si on continue ce raisonnement, dans ce cas-là, on devrait avoir un certain rebond qui ne va pas atteindre les plus hauts récents, et ensuite, on va voir les baisses plus importantes. Pour moi, dans le contexte macroéconomique actuel, c'est tout à fait probable. Donc, probablement, la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine sera haussière. On pourra se rapprocher des niveaux plus hauts historiques, mais on ne devrait pas les dépasser, donc on devrait s'arrêter avant les plus hauts historiques et repartir à la baisse. Et dans ce cas-là, on est buy the book dans le modèle des vagues Elliott. Et cette deuxième baisse, ces deux deuxièmes vagues de baisse auxquelles on devrait s'attendre, devraient être plus profondes. On va voir en fait jusqu'à où nous pouvons aller.
Encore une fois, je vous répète, parce que je suis souvent mal interprété quand je parle des shorts, quand je parle des baisses des marchés, que je ne suis pas dans l'esprit apocalyptique aujourd'hui. Je vois que, évidemment, que les banques centrales sont là, les banques centrales soutiennent le marché. Il y a Biden qui met à fond le chèque sur la table pour stimuler l'économie. Je ne suis pas dans l'esprit de crise, d'un krach boursier. Non, pour moi, ce n'est pas le scénario que je m'attends, mais je m'attends à une forte correction dans un marché haussier qui est tout à fait normal à partir de ces hausses incroyables qui sont justifiées sur rien. Et en plus, aujourd'hui, nous avons la macro, nous avons le fondamental qui peut justifier cette hausse. Et je suis même plus ou moins étonné que cette hausse n'a pas eu lieu encore, parce que pour moi, elle devrait commencer déjà. Pour moi, comme la limite vraiment de cette correction, moi, je ne vois que le maximum de maximum, ça c'est le niveau de 12 000 points, mais ça c'est vraiment pour la correction la plus profonde. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir atteindre ces niveaux-là. Donc pour moi, je vois là un scénario comme ça. Donc là, je veux le garder pour moi. Après un rebond, et là, on pourra effectivement toucher le 12. Autour de 12 000, comme je vous disais ici, en fait, comme le 4, en fait, le bas du 4, j'ai très bien anticipé dans mes vidéos de Café de Dimanche. Vous pouvez retourner quelques semaines en arrière, vous allez voir que je disais, quand on était à ces niveaux-là, qu'il faut acheter à fond. Moi, j'avais acheté même en plus mon portefeuille principal, j'ai acheté encore de futurs sur les indices américains parce que ici c'était clairement pour moi un point à acheter, un point jouer la reprise. Donc, mais après on peut effectivement reprendre la hausse et c'est là où je ne sais pas où ça va se terminer. Voilà, donc pour moi c'est ça le scénario auquel je m'attends. Donc je ne sais pas exactement quelle shape va avoir ce graphique, mais en tout cas on devrait avoir encore un rebond, encore une plus forte baisse et probablement le maximum où on peut aller, c'est 12 000 points. Pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, je répète que j'ai deux stratégies. En fait, ma stratégie d'investissement, il y a une rubrique sur la chaîne qui s'appelle Portefeuille Mind du Cash, où je présente toutes les positions, toutes les actions que moi j'achète. Il y en a même 3 rubriques avec des différents portefeuilles, mais mon principal portefeuille, c'est le portefeuille Mind du Cash, et les 2 autres POA et rentiers, je fais que pour la chaîne. Donc j'achète vraiment les actions, moi j'achète pas beaucoup, donc du coup pour moi ça ne représente pas beaucoup en termes de montant investi. Mais, et la deuxième stratégie, c'est la stratégie spéculative, mais là-bas, je préfère les shorts. Ça peut être paradoxal, parce que du point de vue des probabilités, en général, cette stratégie n'est pas la plus intéressante, mais je l'utilise parce qu'elle me sert souvent comme une couverture pour mon portefeuille principal. Donc j'essaye de spéculer short quand je vois que les marchés sont en surchauffe, et si je me trompe, cela veut dire que mon autre portefeuille a gagné de l'argent, donc du coup moi je reste soit positif, soit neutre. Voilà, et donc par exemple pendant cette semaine, au début de cette semaine, qu'on a vécu quand même quelques séances difficiles, j'étais quasiment flat en fait entre les deux portefeuilles, donc parce que mes shorts sur le Nasdaq me couvraient une grande partie de mes baisses sur le portefeuille principal, parce que je suis exposé sur la tech, je suis exposé sur les valeurs biotechnologiques, voilà, je trouvais un mot, et ça m'a permis vraiment de couvrir, acheter une sorte d'assurance pour mon portefeuille, mais je ne fais pas beaucoup du trading vraiment purement spéculatif. Mais je le fais parfois, et ça je voulais vous en parler également, parce que enfin le pétrole arrive à mes points cibles, parce que moi j'attends le 70 $. Le pétrole pour moi c'est un actif manipulé comme beaucoup d'autres, donc ça il faut l'admettre. Mais particulièrement pour l'actif comme pétrole qui est purement, on va dire, lié à la reprise. Je ne parle pas que de la partie spéculative de pétrole qui est énorme, mais en tout cas, en théorie, c'est un actif qui est fortement lié à la croissance économique mondiale. On ne peut pas justifier les prix plus importants, plus élevés qu'avant Covid, les prix quand les économies ne sont pas encore réouvertes, et que la réouverture peut encore se faire attendre avec la variation indienne de Covid-19. Donc pour moi, c'est vraiment les prix du pétrole, ça rime à rien, c'est uniquement à cause de la politique de OPEP+, et donc c'est quelque chose qu'on peut assez facilement gérer avec des risques limités quand on prend les positions baissières. Voilà, donc ce qui concerne le pétrole, je suis très intéressé de reprendre mes shorts. J'étais pas très successful la dernière fois quand j'essayais de shorter le pétrole, mais cette fois je vais réessayer. Donc je le fais de temps en temps, mais ici vraiment il ne faut pas être un expert en analyse technique pour voir vraiment que tous ces niveaux-là sont clairement vendus sur le marché du pétrole. Donc, et je ne vois pas pourquoi cette fois ça devrait être différent, parce que le macro il est mauvais. En plus, le contexte fondamental ne justifie pas du tout la hausse. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse passer plus haut que 70.
Et si ça arrive, ça va pas durer très longtemps. Donc du coup, moi, je suis prêt même d'aller assez agressivement sur ces niveaux-là pour shorter le Brent ou le WTI. Donc après l'image de WTI, je regarde un peu moins, je regarde plutôt le Brent. Après le VIX, pour le VIX, il a un petit peu augmenté, mais justement, c'est ce que je vous dis, c'est que la situation est devenue un tout petit peu plus risquée. Et tout de suite, on voit l'augmentation de VIX, mais elle reste à des niveaux quand même extrêmement faibles, donc même pas avant, donc c'est vraiment quelque chose de peu significatif. Concernant les secteurs et les différentes sociétés, les grandes annonces, c'est une nouvelle sous-rubrique que je rajoute dans le café du dimanche. Il y a une nouvelle qui est passée que Jeff Bezos, qui est en train de vendre les actions Amazon, bon évidemment pas tout, mais une grande partie de ses actions, il est en train de céder. Faites attention à ne pas interpréter incorrectement cette annonce. C'est pas parce qu'il ne croit pas à Amazon, parce que il y a quelque chose particulier qui se passe dans cette entreprise. La vente des actions des propriétaires ou des fondateurs des boîtes, ce n'est pas nécessairement un signal que les choses vont mal. Ça peut être lié complètement à des choses qui sont complètement personnelles, des choses qui sont complètement décorrélées par rapport à aux réalités économiques d'une entreprise. Donc, souvent, on nous fait croire que genre aussi les management vendent les titres. Dans ce cas-là, il faut absolument s'en débarrasser. Après, il faut analyser un petit peu dans la globalité ce qui se passe en fait. En général, si tous les managers, y compris les managers dans le deuxième rang, commencent à vendre les actions, dans ce cas-là, probablement c'est un indicateur. Mais si un des dirigeants, peut-être le top management, en train de vendre, ça peut être lié à des choses complètement différentes. Donc, c'est pas du tout un indicateur pour moi pour commencer à s'inquiéter par rapport au titre Amazon. Deux secteurs qui m'intéressent actuellement, c'est semi-conducteurs. Je vous ai déjà parlé hier, donc il ne faut pas la peine de répéter. Je pense qu'il faut saisir les opportunités quand il y en a une. Notamment même Nvidia qui a quand même pas mal corrigé, bon, à partir des niveaux vraiment en stratosphère complet, donc le niveau très très élevé, donc, mais en dessous de 500, je pense qu'NVIDIA va m'intéresser beaucoup. J'ai malheureusement une petite position, malheureusement parce que je voudrais avoir que cette action représentait beaucoup plus dans mon portefeuille, et si j'aurais l'occasion de l'acheter en dessous de 500, je ne veux pas hésiter. Voilà, il y en a d'autres semi-conducteurs qui sont intéressants, y compris en France. Si vous avez que POA, vous avez le choix également. Soitec, que j'ai dans mon portefeuille principal, ST Micro, on avait discuté hier, bon, il y en a d'autres également, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est un secteur qui reste super intéressant dans le cadre de la pénurie, qui devient vraiment une des news les plus importantes des médias économiques. Une autre chose qui m'a vraiment, vraiment impressionné, c'était Biden. Biden, que j'ai vraiment un avis mitigé. Bon, parce qu'au début, bon, j'étais pas d'accord avec lui, avec des chèques qu'il a distribués, parce que moi je trouvais que c'était un petit peu c'était trop populiste aussi, on va dire, qu'on mesure. Et c'est ça qui a créé vraiment cette ambiance de la peur de l'inflation. C'est pas ça qu'on avait besoin pour la reprise. Mais en tout cas, c'est fait. D'un autre côté, c'est bien qu'il a tenu la promesse électorale, donc il essaie d'être un peu populiste, socialiste, et faire semblant d'être un peu comme Franklin Roosevelt avec son New Deal. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette idée qu'il a proposée récemment, que quelque part forcer les sociétés pharmaceutiques d'ouvrir les brevets, donc en fait de rendre public les brevets sur les vaccins. Je m'exprime peut-être mal, excusez-moi, parce que je ne suis pas français, vous le savez parfaitement, excusez-moi d'avance, mais en tout cas, chaque entreprise, chaque pharmaceutique, il a les brevets évidemment sur les vaccins qu'ils ont conçus, donc ils ne veulent pas ouvrir ces brevets à tout le monde, et politiquement, Biden essaie de les pousser à faire cela, et donc du coup, quelque part, ça va désintéresser ces entreprises de point de vue économique, de point de vue rentabilité, de s'occuper complètement des vaccins, parce que ça ne va plus les rapporter grand-chose. Et c'est super dangereux, parce que normalement, cette envie de gagner de l'argent, c'est cynique, je sais, c'est un peu c'est la cupidité qui pousse les entreprises à déployer ces vaccins le plus vite possible. S'ils vont enlever cet intérêt, dans ce cas-là, évidemment, ces entreprises, ils ne vont pas du tout être intéressés de fournir plus de vaccins dans les différents pays au monde. J'étais impressionné par le populisme de cette idée de Biden, et Merkel, elle avait exactement le même avis que moi. Elle a dit que c'est très dangereux comme pratique en fait de proposer aux sociétés pharmaceutiques de faire
ce genre de choses. Bon, c'est pas du tout capitalistique. Bon, après, vous savez parfaitement que je ne suis pas un capitaliste convaincu, donc mais je ne suis pas non plus socialiste, mais quand même, je trouve qu'un certain équilibre doit être trouvé. Donc, évidemment, les vaccins, le déploiement des vaccins à travers le monde doit être régulé, doit être fait dans le cadre d'une démarche mondiale encadrée par des organisations comme l'Organisation de la Santé, comme l'Union européenne, comme évidemment les États-Unis, comme le Fonds monétaire international, si vous voulez, en gros, l'instance majeure internationale qui doit encadrer ce genre de processus, mais exiger que les entreprises ouvrent leurs brevets, ouvrent leurs technologies qui peuvent être non seulement utilisées pour les vaccins, mais pour d'autres médicaments ou à leurs concurrents ailleurs. Donc ça, je trouve c'est vraiment absurde comme idée, et ça va surtout ralentir les vaccinations que l'accélérer. Donc là, je suis quand même assez étonné par ces idées de Biden. En revanche, je trouve que son plan style Roosevelt, je l'ai trouvé plutôt intéressant quand il a parlé au Sénat, et donc du coup, j'étais plutôt positif par rapport à ces idées de la relance qu'il est en train de proposer. Mais bon, je suis quand même, je n'ai pas encore avis déterminé par rapport au nouveau président des États-Unis, bon, pas tellement nouveau. Voilà, donc c'est ce qui concerne les pharma, donc, et du coup les pharmaceutiques qui s'occupent des vaccins, notamment Moderna, ils ont pris une grosse claque sur le marché financier cette semaine. Je ne sais pas si ça ouvre des opportunités, parce que Moderna, je l'avais dans mon portefeuille, vous ne le savez pas, d'ailleurs je l'ai vendu déjà autour des 150, si ma mémoire est bonne. Maintenant, il est à peu près dans ces eaux-là. Mais par contre, il est retourné cette semaine dans ce niveau parce qu'il est passé jusqu'à 180, donc j'étais déçu d'avoir vendu un peu trop tôt. Mais pour vous rappeler, je l'ai acheté dans les 120 $. Donc là, je fais qu'un beau profit à très très court terme. Donc, pour moi, Moderna, il reste quand même super cher comme actif, donc, parce que le prix actuel intègre quand même tous les succès futurs pour pas mal d'années à venir. Ben, voilà, mais ça, c'est peut-être un secteur, si vous cherchez des opportunités dedans, probablement ça vaut jeter un œil, parce qu'évidemment, vu que les autres ont baissé, ça fait une tension sur le secteur en général des grandes pharma, et vous savez que les grandes pharma, c'est un secteur que je conseille, même si je n'ai pas le droit de conseiller, vous savez que je ne suis pas un professionnel, j'aime quand même avoir une grande portion de mon portefeuille investie dans les grandes pharma, donc faites quand même attention à ça, ça peut être une opportunité probablement en ce moment, mais il faut être sélectif évidemment. Et pour rigoler, à la fin de cette vidéo, je vous montre mon portefeuille des cryptos. Et en plus, ça, ce sont des montants réels, du coup. Mais j'y ai investi pas grand-chose. Il y a 2 ans, et même 2 ans et demi, j'ai mis en place une stratégie toute bête. En fait, j'ai investi 100 euros, tous les mois dans 2 cryptos parmi les top 5. J'ai acheté un Bitcoin plus quelque chose d'autre, un peu au pif, parce que je ne comprends pas du tout ce marché. Je ne comprends pas comment on peut valoriser ce genre de choses. Et cette semaine... j'ai vu Ethereum qui a atteint tous les niveaux, qui a battu tous les plus hauts historiques, donc c'était quand même assez impressionnant cette hausse de Ethereum. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de votre conseil. Qu'est-ce que je fais? J'ai un projet personnel, évidemment, parce que j'ai quand même dommage de perdre 10 000 euros. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi sur Investing, il me montre 10 000 euros quand je suis sur web. Par contre, quand je regarde depuis un téléphone, il me montre 12 000 euros. Bon, je sais pas, bon, bref. C'est un peu le problème visiblement d'affichage quelque part. Mais je ne sais pas quoi faire. Soit je vends tout, soit je vends partiellement, soit j'ai quand même pas envie de perdre 12 000 euros, sachant que j'ai investi seulement 2 000 en tout. Et c'est une bonne question, parce que vu qu'on ne sait pas valoriser ce genre d'actifs, c'est quand même difficile d'estimer son potentiel. Parce que quand on estime un actif, l'action ou l'entreprise, ou même le pétrole, ou même tout ce que vous voulez, on investit par rapport à ses fondamentaux, on investit par rapport à sa valeur réelle. Donc chaque investisseur, il a sa façon de calculer ses valeurs réelles, ce qu'on appelle les modèles. Il y a des modèles internes pour valoriser des actifs complexes, il y a des modèles personnels de chaque trader avec lesquels il peut calculer la juste valeur qui est sa propre valeur. Donc c'est son propre chiffre dont lui il est responsable. 2 traders différents vont pas calculer la même valeur réelle pour le même actif, parce qu'ils ne vont pas interpréter les informations de même manière. Mais ici, je ne comprends pas quel modèle on peut utiliser pour faire quelconque valorisation de ces actifs. L'analyse technique probablement, même s'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur pas mal des cryptos.
Mais par exemple, Dogecoin, en fait, ça c'est un truc complètement absurde, je trouve. Je comprends pas pourquoi elle monte tout le temps. J'ai investi 100 balles il n'y a pas longtemps, ou 200 balles, je sais même plus. Là, je suis déjà à 600, j'étais il n'y a pas longtemps. Et je ne comprends pas. C'est juste parce qu'il y a Musk qui lance parfois les tweets en faveur de cette crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'il est utilisé quelque part? Est-ce qu'il y avait au moins une transaction dans le monde qui a été faite avec le paiement de ces Dogecoin? Je n'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas trop quoi faire. D'un côté, je n'ai pas envie de rater les opportunités. De l'autre côté, je n'ai pas envie non plus de perdre 12 000 euros. Donc, c'est quand même beaucoup. Et c'est si demain le marché va disparaître. Donc, je ne sais pas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vois dans le Telegram, qui aiment bien les crypto-monnaies. J'aimerais bien quand même lancer un débat. Est-ce qu'il existe un modèle réaliste, peut-être mathématique, qui permettrait de valoriser une crypto-monnaie? En se basant sur quoi? En se basant sur nombre de transactions, nombre de produits vendus, achetés avec une telle crypto-monnaie. C'est quand même, je pense que c'est la base pour pouvoir trouver des valeurs, pouvoir valoriser quelconque actif. Donc du coup ici pour moi c'est même pas spéculatif, c'est juste imaginaire en fait, toutes ces valorisations. On paye pour des tokens électroniques des sommes monstrueuses, donc là genre 55 000 $, juste n'importe quoi pour Bitcoin, et personne ne sait pourquoi elle vaut 55 000 $ et pas 5 millions, ou pourquoi pas 5 euros. Donc c'est quand même difficile pour moi à comprendre. Je comprends peut-être que les technologies derrière sont intéressantes, je comprends que probablement ça va changer le monde un jour, peut-être pas forcément demain, mais je ne comprends pas pourquoi ça doit valoir tel prix qu'on voit sur nos consoles de trading. Voilà, donc sur cette note un petit peu positive et rigolote, parce que vraiment quand je vois le marché de crypto, ça me fait rigoler. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Merci de ne pas oublier un like avant de partir. Passez une agréable journée. J'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous, il a fait une semaine pourrie, mais la nature nous a offert un week-end extraordinaire. Donc, partagez cette vidéo d'ailleurs à vos amis s'ils s'intéressent à la bourse. Je suis persuadé que vous en avez des amis qui s'intéressent. Donc, probablement, Mind the Cash leur permettra de faire leur premier pas dans investissement en action et peut-être pas que en action. Allez, bon dimanche, à très bientôt. Bye bye.